Et bonjour à toutes et tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale, tout simplement parce que c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. J'ai choisi un titre assez provocateur. J'ai choisi ce titre-là, j'aurais pu aussi dire pourquoi votre enfant vous cherche au quotidien. Tout simplement parce que j'ai discuté avec pas mal de parents, et il s'avère que souvent, il y a une sensation, une intuition quelque part, que l'enfant, c'est toujours la manière pour vous provoquer. Et donc je voulais aborder cette question avec un peu de recul. Et ce que j'ai trouvé comme axe, c'est l'évolution. Alors, vous avez sans doute de vagues souvenirs dans votre scolarité de ce qu'on appelle le darwinisme. Quand on parle souvent d'évolution, de darwinisme, on a tendance à penser sélection naturelle. Cette sélection naturelle, finalement, elle est un petit peu passée au second plan, mais l'enfant, techniquement, comme tout être humain, est destiné à deux choses. Sa survie, et dans sa survie, il y a également son développement, garantir son autonomie, mais qu'il n'a pas du tout à la naissance, comme vous l'aurez remarqué. Et plus tard, bien plus tard, à l'abri du regard des parents, on parlera de reproduction. Et bon courage d'ailleurs à celui dans le couple qui a perdu à Shifumi et qui va devoir discuter du laïus sur l'éducation sexuelle plus tard. Mais en tout cas, on n'en est pas là. On en est assez loin. Donc on est plutôt sur finalement de la survie. Et pour garantir sa survie, l'enfant il a besoin de votre attention. Il a besoin que vous répondiez à ses besoins. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur Marianne Swartz. Donc en enregistrant toutes les interactions qu'il a avec vous, il va finalement, au fur et à mesure, analyser vos réactions inconsciemment et vous connaître presque mieux que vous-même. Si je vous pose la question, est-ce que vous savez ce qui vous énerve chez un enfant, et que je vous pose la question avant d'avoir des enfants, vous allez peut-être avoir des réponses sur des enfants que vous connaissez. Eh bien, sachez que vos enfants, le jour où vous en aurez ou si vous en avez, trouvent de nouvelles réponses que vous n'imaginiez pas. C'est normal parce que l'enfant, il a besoin de votre attention, il l'obtient, mais de manière inconsciente. Il va activer chez vous les réactions, qu'elles soient positives ou négatives, dans le but d'avoir votre attention et que vous répondiez à ses besoins. Alors, on peut considérer peut-être parfois qu'il s'agit d'un caprice. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo sur le cerveau. Donc, je vais prendre un exemple quotidien. Vous allez voir, c'est très simple. Vous faites une remontrance à un enfant parce que vous avez jugé un comportement comme n'étant pas souhaitable. Je sais pas, l'enfant a tapé sa sœur, quoi que ce soit. Et l'enfant, lorsque vous commencez à lui expliquer, se met à sourire. Ça peut déclencher chez vous une réaction impulsive immédiate de vous dire cet enfant est en train de se moquer de moi. En réalité, il faut savoir que dans le cerveau de votre enfant, il se relâche de la cortisol, des endorphines, pour l'aider à gérer justement cette situation, violente déjà pour lui, et du coup, ces substances provoquent l'hilarité. Simplement un sourire en général, mais vous, ça peut vous énerver immédiatement. Donc on voit très vite avec ce genre de situation qu'on peut être dans l'erreur d'interprétation. Mais j'entends aussi que certains parents vont me dire, pour des situations exactement identiques ou pour des situations proches, similaires, oui mais moi je sais que mon enfant dans cette situation-là, il l'a fait pour me provoquer, il me cherche. Et vous savez quoi? Mais c'est parfaitement normal en fait de penser ça. C'est quelque chose de naturel. Et c'est d'autant plus naturel que ça vient de votre cerveau. Et ça aussi, ça vient de l'évolution. Donc le cerveau, il a mis en place des mécanismes pour aller le plus vite possible dans sa réflexion, mais en garantissant votre survie. Et il y a donc dans tous nos cerveaux des raccourcis, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Parce qu'au quotidien, on n'a pas besoin de questionner tout ce qui nous entoure en permanence. Vous savez que vous devez vous arrêter au feu rouge, vous savez que le feu ça brûle, vous savez que la Terre est ronde, tout ça vous le savez, mais vous ne sauriez pas forcément expliquer tous ces mécanismes, les conventions sociales qui ont amené à ce qu'on s'arrête au feu rouge, le fait que le feu brûle, quelles sont les molécules qui entrent en contact avec notre peau, ou le fait que la Terre soit ronde. Est-ce que vous sauriez le prouver? Non, certainement pas, mais ça ne vous empêche pas de survivre. Donc votre cerveau fait comme si, bien ça c'était acquis. Ça c'est ce qu'on appelle le chemin de réflexion intuitif. Et 90% du temps, ça suffit. Tout au long de l'évolution, le cerveau a accumulé des biais cognitifs. Des passerelles, on va dire, simplificatrices, qui permettent au cerveau de réfléchir à moindre coût. Néanmoins, ce sont des erreurs fondamentales dans notre réflexion au quotidien. Et cette voie intuitive, au final, elle vous permet de survivre, mais elle garantit pas votre bien-être. Il faut accepter que votre cerveau, c'est pas votre pote.
La chose qui fait que votre cerveau pense que votre enfant vous provoque et vous cherche, c'est un biais très connu, très référencé en psychologie sociale, qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Et comme exemple, je peux prendre une image que la plupart d'entre vous ont dû avoir. Et la première te dit, j'ai 2 enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Eh oui, Julie Gradiani, on se met à sa place. Elle estime que les situations difficiles sont provoquées par les gens eux-mêmes et ne sont issues que de leur choix propre. Elle emploie donc des arguments qui viennent confirmer son idée de départ, arguments évidemment hallucinants, et donc tout le monde lui tombe dessus. Et d'ailleurs, elle-même, devant l'incohérence de ses propos, a une once de lucidité. Je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé, peut-être que son mari l'a quittée, ce que tu veux. Elle a quand même le droit Oui, de mais à un moment divorcer, donné, on assure ses arrières d'être aussi. bien Mais cette lucidité soudaine ne contrecarre pas malgré tout le propos général. Et elle commet une erreur fondamentale d'attribution, tout simplement parce que le cerveau a une tendance naturelle à juger une personne et ses actions par le prisme de la personne elle-même, plutôt que de juger les actions au regard d'un environnement, de tous les paramètres, parce que c'est économique pour le cerveau. Ça vient confirmer une idée qu'on avait déjà, donc on économise de l'énergie. Et en plus de cela, on gagne un temps formidable à expliquer les actions, les situations, en fonction d'une personne, plutôt qu'en fonction de tous les paramètres. Par exemple, dans cette situation, face à une personne qui se plaint de son salaire et des taxes, on aurait pu considérer l'environnement social, familial, on aurait pu considérer l'environnement économique, les paramètres économiques qui peuvent amener plus de personnes à se retrouver au SMIC, on aurait pu éventuellement discuter des taxes d'habitation, on aurait pu également considérer l'inégalité des chances en France, donc la sociologie, mais ça c'est compliqué, ça c'est pas intuitif. Et justement, c'est là que notre cerveau n'est pas notre ami. Parce que si on a déjà en idée quelque chose qui vient expliquer la situation d'une personne, on ne va pas naturellement, par notre cerveau, aller vers la voie analytique, analyser tout le contexte. On va simplement se contenter d'en général confirmer notre idée et de juger une personne plutôt que une situation, une action vis-à-vis d'un environnement global. Vous voulez que je vous dise le pire vis-à-vis de l'erreur fondamentale d'attribution? C'est concernant Julie Gradiani. Je suis tombé les 2 pieds dedans quand j'ai entendu ses propos. Et oui, je l'ai jugée, elle, sa personne, et non pas seulement ses propos, qui sont le problème. Ce n'est pas elle le problème, ce sont ses propos, éventuellement, si on n'est pas d'accord, hein, cela va sans dire. Et en plus de ça, j'aurais pu considérer peut-être quelle éducation elle a pu avoir. Peut-être que ça l'a menée à penser ces choses-là. Quelle personne elle côtoie au quotidien? Est-ce que la sociologie est mal enseignée en France? Peut-être que les médias n'évoquent pas suffisamment le propos inverse. Et puis peut-être que le média n'a pas besoin de faire un débat contradictoire sur cette situation-là. Et pourquoi lui donne-t-on la parole si l'on sait les propos précédents qu'elle a pu avoir? Vous voyez, autant de choses qui font que, non, c'est pas elle le problème. C'est peut-être les propos en eux-mêmes, ou peut-être la situation, mais c'est jamais la personne elle-même le problème. Mais mon cerveau, comme celui de tous les autres humains, s'est concentré sur elle, pas sur le reste. C'est vous dire si, même en le sachant, c'est tellement pas intuitif et naturel, et c'est encore moins facile quand ça touche notre enfant, parce qu'on va très vite être dans l'émotionnel. Et quand on est dans l'émotionnel, eh bien, on ne fait pas intervenir la partie analytique de notre cerveau. On va plutôt être dans l'intuition. Et c'est en ça que je vous disais qu'il était tout à fait naturel de penser que l'enfant vous provoque. Alors maintenant, venons à comment. Comment on fait pour éviter cette erreur fondamentale d'attribution et renforcer surtout les comportements qu'on préfère chez notre enfant. Et il y en a beaucoup. L'erreur fondamentale d'attribution, on ne va pas l'éviter 100% du temps. Néanmoins, on peut travailler dessus. Et comment on fait? Eh bien déjà, dans notre cerveau, on va essayer d'intégrer ce qu'on appelle le doute raisonnable. L'objectif, c'est de se détacher de son ressenti, de sa réaction à chaud, de la réaction intuitive de notre cerveau,
pour se rapprocher de la réalité de l'événement. Donc concrètement, on va se poser des questions qu'on ne se pose pas habituellement. Donc on reprend l'exemple de tout à l'heure, j'explique quelque chose à mon enfant, je lui explique qu'une situation n'est pas normale, que ce comportement n'est pas bon, et il se met à rire, ou tout du moins à sourire. Donc là évidemment, mon cerveau est en train de me dire « Mais attends, cet enfant est en train de se moquer de moi ». Parce que c'est la réflexion la plus simple. Quelqu'un sourit en face de moi, j'ai tendance à croire qu'il rigole. Et comme en plus la situation ne se prête pas à rire, bien ça doit être de la moquerie. Si je sens que l'émotion est trop forte, si je sais que je n'arriverai pas à tenir des propos sereins, apaisés, je vais m'isoler. Parce que toute réaction brutale, violente, même pour l'enfant, sera négative. Ça va créer une tempête émotionnelle chez lui, et chez moi, de toute façon, ça n'apportera aucune satisfaction. Si par contre je sens que cette réaction m'a pris un peu au dépourvu, mais que je vais pouvoir sans doute gérer, dans ce cas-là, je vais commencer à poser à mon cerveau des questions. Je vais tout simplement me dire, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a échappé à mon regard ? Est-ce que c'est la première fois que cet enfant donne l'impression de se moquer de moi ? Est-ce que je peux lui poser peut-être la question ? Vous voyez ce que j'ai fait ? Je n'ai même pas répondu à ces questions-là. Parce que finalement, les réponses importent peu, voire pas du tout. Ce qui compte, c'est d'avoir pris du temps, parce que ça va amener notre cerveau à passer par la voie lente, la voie analytique. Prendre en compte la situation et ses paramètres, plutôt que notre intuition et nos émotions. Parce que si je n'ai pas la connaissance que le cerveau de l'enfant peut sécréter des hormones comme la cortisol, l'adrénaline ou l'endorphine qui provoquent l'hilarité, eh bien au final, mes questions que je me pose ne vont pas aboutir sur l'enfant est innocent. Parce qu'il n'y a pas toujours de réponse extérieure en plus de cela. Là, j'ai pris un cas volontairement dans lequel il y avait une explication. Mais parfois, vous n'aurez pas cette explication-là, soit par un manque de connaissances, puisqu'on est quand même malgré tout limité par nos propres connaissances, et en plus de cela, parce qu'on est peut-être fatigué à ce moment-là, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas d'explication rationnelle dans cette situation particulière. Mais le fait de passer par la voie lente, la voie analytique, on va toujours faire ressortir nos meilleures réactions. On ne portera pas déjà un jugement sur l'enfant lui-même, mais simplement on essaiera de comprendre un comportement et d'en discuter avec lui, ce qui est important pour aussi l'aider à émettre peut-être lui-même la solution à ce comportement-là, trouver autre chose, peut-être l'expliquer lui-même, le rationaliser. Parce que justement, dans cette situation-là, on va apporter du positif. On va pas être dans l'impulsivité. Et enfin, pour renforcer les comportements positifs, on a plusieurs solutions. On peut être dans la diversion, c'est-à-dire ne pas reconnaître un événement négatif, un comportement négatif, et plutôt aller vers un comportement qu'on souhaite. Par exemple, l'enfant ne vous a pas écouté pour aller faire sa douche. Ok, pas de problème. Est-ce que tu veux qu'on mette la table ensemble ? On est dans la diversion. Ça permet en plus de faire une activité ensemble et donc de renforcer l'attachement. Tout cela est positif. La douche, on en parlera plus tard. Ensuite, il y a le fait d'ignorer certains comportements négatifs. Par exemple, l'enfant a détecté que lorsqu'il dit merde ou putain, enfin bref, un gros mot, eh bien, vous avez l'habitude de réagir vivement. Il n'hésitera pas à appuyer sur ce bouton, le jour où il souhaitera votre attention. Le fait de ne pas réagir lorsqu'il dit ça ne va pas renforcer son comportement. Au contraire, si plusieurs fois vous lui avez expliqué que ce comportement n'était pas souhaitable, mais que malgré tout il le répète, souhaitant une attention, une réaction de votre part, même négative, eh bien, le fait de l'ignorer, ce comportement, va conditionner l'enfant à ne plus employer ce mot. Car son cerveau va assimiler tout simplement merde égale pas de réaction, pas d'attention. Et de manière générale, tous ces mots, ces fameux gestes qui arrivent à vous énerver, vous ne savez pas pourquoi, eh bien, il faut réussir à désactiver ce bouton-là parce que c'est un bouton que peut trop facilement utiliser votre enfant lorsqu'il souhaite esquiver quelque chose, avoir une réaction agressive ou même pour obtenir votre attention. Si entendre un enfant, votre enfant en l'occurrence, dire merde vous met dans une colère noire, demandez-vous simplement est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que finalement reconnaître son comportement va changer quelque chose ? Est-ce que je lui ai déjà dit peut-être 1000 fois ? Vous voyez, autant de questions qu'on peut se poser sur pourquoi ce bouton existe chez vous et pourquoi c'est aussi simple de l'activer pour votre enfant.
On peut reconnaître également plus souvent les comportements positifs, leur accorder peut-être plus d'importance que ce qu'on y accordait dans le passé. Et si on regarde de toute façon objectivement, les enfants sont plutôt gentils, empathiques par nature, et drôles dans leur naïveté parfois, mais ça reste assez drôle pour nous. Donc la plupart des comportements des enfants sont positifs. Et je terminerai simplement par une citation de Janusz Korczak qui disait « Vous dites c'est fatigant de fréquenter les enfants, vous avez raison. Vous ajoutez parce qu'il faut se baisser, s'incliner, se courber, se faire tout petit. Et là vous avez tort. Ce n'est pas cela qui fatigue le plus, c'est le fait d'être obligé de s'élever, de se mettre sur la pointe des pieds jusqu'à la hauteur de leurs sentiments pour ne pas les blesser. » Et cela résume à mon sens parfaitement la difficulté d'être un parent. Savoir maîtriser toutes nos émotions, savoir combattre toutes nos intuitions, tous les biais possibles dans notre cerveau, être lucide malgré la fatigue, faire preuve d'attention malgré nos propres blessures ou maladies, afin de contribuer à créer une meilleure version de nous-mêmes. La mission de parent requiert tout le respect du monde. Bravo à toutes et tous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo longue, pleine de nouveautés sans doute, de concepts abstraits. J'espère avoir vulgarisé ça au mieux. Maintenant, j'ai bien conscience de la complexité de tout ce que j'ai raconté, même si j'ai essayé d'être clair. Donc, si vous avez des questions, mais vous n'hésitez pas une seconde à les poser en commentaire ou en message privé. Et si effectivement on a mis un peu de temps à la sortir cette vidéo, c'est parce qu'on lance une boutique en ligne et ça nous a pris pas mal de temps. Et donc tous les produits sont visibles sur la page Facebook d'ores et déjà. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!